Je vais inviter François l'Italien, évidemment, à reprendre le flambeau pour animer le panel qui va porter justement sur l'avenir de nos systèmes de retraite, Objectif 2040. Nos panélistes seront pour cet après-midi M. Marc Ranger, M. Michel Lisée et M. Bernard Morancy. François, je te cède la parole. Merci, messieurs. Merci, Stéphane. Bon, très bien. Alors, je suis très heureux d'avoir été élu par Marie-Josée et l'équipe d'organisation du séminaire pour animer le panel. Parce que c'est un exercice que vous avez commencé à faire et qu'on va continuer avec nos panélistes. Un exercice qui ne se fait pas vraiment souvent au Québec, qui se fait à intervalles vraiment irréguliers. On pourrait peut-être dater le dernier germe qui ressemble à ça à la Commission d'Amour, mais de faire un peu le point sur la situation de la retraite aujourd'hui, mais surtout de se projeter, de planifier d'une certaine manière notre action vis-à-vis de ce qu'on anticipe comme des changements vraisemblables. Et donc, je suis très heureux de pouvoir animer cette discussion-là. On a réuni des panélistes qui sont non seulement chevronnés, mais qui ont derrière la cravate pas mal d'expérience. Vous les connaissez, je pense, très bien, mais je vais vous les présenter quand même, là, au cas où il y en a quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous qui, ce serait nouveau, qui se joignent au séminaire. Alors, d'abord, à ma gauche, Bernard Morancy, qui a été à l'emploi de la firme Mercer de 1974 à 2007, une période durant laquelle il a occupé différents postes de direction, à la fois au Canada et à l'étranger, et conseillé de nombreuses entreprises, à la fois sur le design, la gouvernance et le financement des régimes de retraite. Il a aussi ensuite travaillé 9 ans à la Caisse de dépôt et placement, où il a occupé le poste de premier vice-président déposant, stratégie et chef des opérations. À ce titre-là, Bernard Morancy a chapeauté l'ensemble des relations entre la Caisse et ses déposants, incluant la mise en place de leur politique d'investissement. Il a siégé au comité d'investissement risque et au comité de direction. Et pour terminer, il est aujourd'hui consultant et professeur associé au HEC Montréal, où il collabore avec l'Institut sur la retraite et l'épargne. Il a servi évidemment en tant que membre du comité d'experts sur l'avenir de la retraite, mieux connu sous le nom de Comité d'amour. Ensuite, Bernard Ranger, que vous connaissez aussi... Bernard, pardon, je fais une fusion. Pas municipale, là, je fais une fusion de panélistes. Marc Ranger, qui occupe depuis 4 ans le poste de directeur québécois du SCFP. Il a été impliqué dans un grand nombre de négociations au cours des 20 dernières années, tant sous juridiction fédérale que provinciale. Il a été le porte-parole, vous le savez, d'une grande coalition d'employés municipaux et de transport terrestre, la coalition syndicale Libre-Négo, durant la période de mobilisation de 2013 à 2015, regroupant des employés col bleu, col blanc, transport terrestre, brigadiers scolaires, toute allégeance syndicale confondue, et des policiers et des pompiers aussi. Cette coalition a été mise sur pied pour défendre le principe de la libre négociation et répliquer aux restructurations des régimes de retraite du secteur municipal qui ont été imposés par le gouvernement du Québec. Et le dernier, mais non le moindre, qui est à votre droite, Michel Lisée, qui est un économiste retraité du service aux collectivités de l'UQAM, où son principal dossier pendant 20 ans, plus de 20 ans, a été la formation en matière de régime de retraite pour des fiduciaires syndicaux de la FTQ. Il a siégé pendant 30 ans comme membre du comité de retraite de l'UQ, en représentant les syndicats et associations de l'UQAM, où il a occupé différentes fonctions. Depuis 2004, il a contribué à la mise sur pied et au développement du régime de retraite par financement salarial des groupes communautaires et de femmes, où il siège à titre de membre indépendant. Et pour terminer, il a siégé en 2005-2006 sur un comité d'experts sur la gouvernance des comités de retraite, mis sur pied par la Régie des rentes du Québec, et plusieurs des recommandations du comité ont été intégrées à la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Alors, comment ça va fonctionner? On a demandé à nos panélistes, dans un premier temps, de faire une sorte de mise au jeu pendant 8 minutes de leur vision de ce qui s'en vient, donc la retraite en 2040, l'avenir de la retraite. Ils vont se succéder au lutrin. Et ensuite, il y a des questions plus précises qui vont leur être adressées, qui vont se conclure par des questions avec vous. Donc, je vais inviter Bernard immédiatement à prendre la parole.
OK, merci. D'abord, merci François, mais surtout, merci à Marie-Josée de m'inviter à participer à ce panel-là, puis de discuter avec Michel, Marc et François d'un sujet qui me tient à cœur, l'avenir des régimes de retraite, dans une perspective à long terme. Donc, on se place dans 20 ans, puis on se demande quel va être l'environnement dans lequel ces régimes-là vont évoluer. Je vous remercie aussi de vos interventions. Ce qui m'a frappé dans les interventions des gens, c'est à quel point il y a une grande variété du point de départ de chacun. Chacun d'entre vous expliquait bien quelles étaient les circonstances à cette table, mais j'ai été frappé par le fait que vous êtes très conscient des défis qui vous attendent. Et ce qu'on va essayer de faire dans cette heure-là, c'est de vous donner une perspective un peu à très long terme. Donc, on va un petit peu se détacher de la circonstance actuelle, se placer dans 20 ans pour voir quelle sorte d'environnement on risque d'avoir pour nos régimes de retraite. Selon moi, il y a plusieurs choses qui vont influencer, bien sûr, l'évolution des régimes de retraite, mais il y en a deux qui attirent plus mon attention. La démographie et l'évolution du marché du travail. Pourquoi? Parce que la démographie, ça influence les besoins de la population, ça influence la croissance économique, puis ça influence les décisions politiques. Donc, c'est important de voir comment elle évolue, cette démographie-là, au Québec. Le marché du travail, parce que moi, je vois la retraite comme la dernière étape de la carrière des gens. Donc, si on veut essayer de voir de quoi va avoir l'air la retraite en 2040, c'est utile de se poser la question de quoi va avoir l'air le marché du travail en 2040. Alors, on va commencer par la démographie. La réalité, c'est que le Québec, il vieillit, puis il vieillit rapidement. Alors, ce que vous avez ici, c'est la répartition de la population aujourd'hui, en 2020, en 2030 et en 2040. Ça, c'est des chiffres qui viennent de la Régie des rentes du Québec, donc c'est des chiffres pour le Québec. Alors, ce que vous voyez, c'est que le pourcentage de la population qui a moins de 20 ans est assez stable, autour de 20 %. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les besoins au niveau de l'éducation, au niveau de l'assurance parentale, au niveau de tous les services qu'on offre aux jeunes, vont être assez stables. Ils ne seront pas plus grands, ils ne seront pas plus faibles dans 20 ans qu'ils le sont aujourd'hui. Par contre, quand on regarde la population de 65 ans et plus, elle va augmenter rapidement. On va passer de 20 % de la population qui a 65 ans et plus aujourd'hui à 25 % dans seulement 10 ans, en 2030. Après ça, c'est assez stable. Ça se tient autour de 25 %. Mais regardez la dernière ligne. Ça, c'est les gens au Québec qui ont 75 ans et plus. Ça va plus que doubler d'ici 2040. Alors, si vous pensez que les besoins aujourd'hui en termes de résidence pour personnes âgées, en termes de soins de santé, en termes de CHSLD sont importants, imaginez-vous ce qu'ils vont être en 2040. Au milieu de ça, on a les 20 à 64 ans. Alors, c'est qui ces gens-là en 2040? Bien, ces gens-là en 2040, c'est les milléniaux. Les gens qui sont nés entre 1982 et 1999, qu'on appelle les milléniaux, là, bien, c'est eux autres qui vont avoir entre 40 et 60 ans en 2040. C'est eux autres qui vont occuper le poste de leadership politique, de leadership syndical, de leadership dans le monde des affaires, dans le monde culturel, etc. Donc, la personne plus jeune là, qui a dit « Ah, moi, je vois ça différemment », écoutez bien ça. Il y a combien de gens ici qui sont des milléniaux, là, donc nés en 1982 et 1999? Juste lever la main. Bon, bien, parlez-leur, hein, parce qu'eux autres qui vont décider. En 2040, c'est eux autres qui vont décider des règles du jeu. Et ce ne sera pas facile pour eux autres. Parce que non seulement ils vont devoir gérer un Québec où on va avoir autant de gens de 75 ans et plus qu'on va avoir de gens de 16 ans et moins. À peu près 1,5 million les deux. Imaginez-vous ça, là. Un monde comme ça. Et non seulement ils vont devoir gérer ça, mais ils vont devoir planifier leur propre retraite. Puis ils vont devoir encadrer les régimes de retraite. Et ils vont devoir faire ça dans un monde du travail qui, selon moi, va évoluer et va se diversifier. Et je pense que ce qu'on va voir au niveau du monde du travail, c'est une poursuite de plusieurs des tendances qu'on voit déjà. Ça va continuer, puis je pense que ça risque même de s'accélérer. Il va continuer d'y avoir une augmentation des travailleurs et des travailleuses autonomes et contractuels.
Quel va être l'impact de la technologie, de l'intelligence artificielle? Je ne le sais pas. Mais il va y en avoir un et il va être important. Et ça risque beaucoup de forcer les travailleurs et les travailleuses à continuellement se requalifier pour pouvoir soit maintenir leur emploi ou, si leur emploi est aboli et remplacé par la technologie, en trouver un autre. Les employeurs aussi vont devoir faire leur part. Ils vont devoir adapter leur politique, ils vont devoir adopter leurs pratiques, ils vont devoir fournir beaucoup plus d'informations, de formation continue à leurs gens. Je pense qu'on va continuer de voir de plus en plus des gens avec des carrières multiples, soit de façon consécutive ou de façon parallèle. Qu'est-ce que c'est une consécutive? On pourrait très bien voir quelqu'un qui travaille dans un environnement syndiqué pendant 20 ans, prend 6 mois sabbatiques, retourne à l'école, puis devient un entrepreneur pour les 15-20 dernières années de sa carrière. Des carrières parallèles, on pourrait facilement voir des gens qui travaillent 3 jours semaine dans un environnement de bureau, puis 2 jours semaine, ils ont une petite business en termes de travailleurs autonomes où ils font autre chose. Ce genre de choses-là commence déjà chez les jeunes et, à mon avis, ça va se multiplier d'ici 2040. L'impact de ça, c'est qu'il va y avoir une baisse importante du pourcentage des gens qui vont faire carrière chez un seul employeur. On a déjà les PME qui créent de plus en plus d'emplois, créent plus d'emplois que les grandes entreprises. Ça va se poursuivre avec les qualités et les défauts des PME. Les qualités sont plus agiles, plus proches de leur monde. Les défauts, ils sont moins pérennes, puis habituellement, ils offrent de moins bons avantages sociaux. Alors, tout ça, ça amène un marché du travail qui est très segmenté, puis peut-être même plus d'inégalités dans le marché du travail qu'il y en a aujourd'hui. Alors, dans un tel contexte, notre système de retraite, il va devoir faire preuve d'un petit peu plus de flexibilité, puis peut-être d'un petit peu plus de créativité que maintenant. Parce que je crois fondamentalement, puis on va pouvoir en débattre tout à l'heure, que la diversité des carrières va amener une diversité des retraites. Un travailleur autonome n'approche pas la retraite de la même façon qu'un travailleur qui a passé sa vie dans la fonction publique. Il y a, je pense, chez les jeunes, une remise en question du modèle traditionnel éducation-travail-retraite. Hein? Le modèle traditionnel des baby boomers comme moi, là. On étudie jusqu'à quelque part entre 18, 22, 23, 24, 25 ans. Après ça, on se trouve une job steady, comme disait Yvon Deschamps, avec un bon fonds de pension, puis on prend notre retraite quelque part entre 60 et 65 ans. Ça, c'était le modèle des baby boomers. Ce n'est pas le modèle des milléniaux. Eux, ils ne voient pas ça comme ça. Ils voient une très longue transition entre le moment où ils sont aux études et le moment où ils sont au travail. Avant de s'engager dans une carrière, ils y pensent à 2 fois, ils essayent 2-3 affaires, puis ça va être la même affaire au moment de la retraite. Donc, de longues transitions dans ces étapes-là. Je pense qu'on va continuer de voir un effritement des régimes de retraite à employeur unique. D'ailleurs, plusieurs des intervenants disaient on est dans un régime multi-employeur. Je pense que ça va se poursuivre. J'espère que ça va être remplacé par des nouveaux véhicules de régime collectif pour aider les gens à bien gérer leur retraite. On va devoir améliorer les RIR et les CELI au niveau des frais, de la gestion des risques, etc. Et je pense qu'on n'aura pas le choix de modifier nos régimes d'État, la pension QTIS, le supplément du revenu garanti et le régime de rente du Québec pour qu'ils soient plus flexibles et mieux adaptés à l'environnement de 2040. Alors, comme vous pouvez le voir, toutes sortes de pistes, de questions. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous tout à l'heure. Merci. Merci, Bernard. Merci, Bernard. Marc Ranger. Oui, bonjour tout le monde. Marie-Josée, merci de l'invitation. D'ailleurs, je dois dire, j'étais un peu inconscient quand j'ai accepté l'invitation. J'ai dit oui tout de suite, puis après ça, je me suis mis à lire un peu les attentes, puis à voir ce que ça impliquait aussi de se projeter dans l'avenir. Puis je pense que depuis même 2 semaines, j'ai un peu de misère à dormir, parce que je me remets tout le temps en question, je parle à du monde, j'essaie de voir un peu. Parce que si on veut faire l'exercice sérieusement, bien, il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça aussi. Puis en même temps, je trouve que le timing de ce séminaire-là, puis du 20e anniversaire du séminaire est extraordinaire, parce que, extraordinaire, mais ça dépend des points de vue, mais on le voit actuellement au niveau mondial. Coronavirus, c'est une hystérie collective, il y a des frontières qui se ferment,
les marchés avec la conjoncture. On parlait hier là, de la guerre du pétrole, des prix du pétrole entre la Russie et l'Arabie saoudite notamment, puis en une seule journée, ça a certainement contribué à 50 de la chute qu'on a vue hier. Fait quand il y a des mouvements comme ça, c'est vrai que c'est un mouvement qui est assez important, mais qui peut être très temporaire. Il y a une espèce aussi d'hystérie qui s'installe, puis souvent, on va mettre les projecteurs sur ces régimes de retraite pour les remettre en question. Puis, en même temps, dans le timing, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser que dans les prochaines heures ou peut-être les prochains jours, on va finalement avoir la décision du juge Moulin, ça s'en vient, sur la restructuration des régimes de retraite dans le monde municipal de transport terrestre. 94 jours d'audition, 101 témoins, ça a duré 1 an et demi en cour supérieure. Et là, ça fait près de 6 mois que le juge délibère, mais là, il y a comme tout un timing. J'espère qu'il avait commencé à écrire sa décision avant les 2 dernières semaines. Là. Mais on est à quelques heures d'avoir aussi cette décision-là qui va tomber, qui va avoir de l'impact. Puis là, moi, ça m'amène à me dire jusqu'à quel point là, les restructurations. Puis je vais dire un mot sur les régimes à prestations cibles, puis après ça, je vais tomber dans le vif du sujet. On a connu il y a 3 ans avec le gouvernement libéral, là, restructuration des régimes de retraite dans le monde municipal, transport terrestre, secteur universitaire, secteur privé, une loi aussi, qui est venue pour consolider, se mettre à l'abri des fluctuations des marchés. Puis pendant ce temps-là, aux tables de négociation, on n'attendait pas que des lois soient passées, on s'en occupait, nous autres, de nos régimes de retraite. Là, tout d'un coup, on reparle encore d'une nouvelle législation sur les régimes à prestations cibles. Là, on peut avoir des définitions différentes là, de ce que c'est qu'un régime à prestations cibles, mais pour moi, c'est pas compliqué, puis peut-être que j'ai une vieille approche des régimes de retraite, mais quand on négocie, les gens, on fait des sacrifices, on met beaucoup d'argent dans un régime de retraite à prestations déterminées, mais en contrepartie de ça, bien, on se fait garantir qu'au moment où on va prendre sa retraite, parce qu'il y a encore beaucoup c'est des gens qui font carrière au même endroit, on se garantit qu'on va avoir un revenu qui va être stable. Puis pour moi, bon, RRFS aussi, on va en parler aujourd'hui, le RRFS qui était là pour combler des besoins, mais c'est sûr que pour moi, une indexation à une rente de retraite, ça fait aussi partie de la rente, parce que si ta rente ne bouge pas pendant 10 ans, tu perds des revenus à la retraite. Fait que cet environnement-là législatif, je le trouve malsain. Je vois que la CAQ veut revenir avec cette option-là, mettons-la comme ça, mais une option qui va amener des employeurs à se questionner sur les régimes à prestations déterminées pour aller vers ce qui n'est pas garanti. Puis équité intergénérationnelle, on a vu, il y a des milléniaux, puis en passant, moi j'ai 6 enfants, puis j'ai 5 sur 6 milléniaux, là, fait que, donc, c'est un petit échantillonnage, là, mais on a des opinions bien arrêtées sur les milléniaux. Hein? On dit que les milléniaux vont être comme ceci puis comme cela. Puis moi, je m'excuse, puis j'ai lu aussi la littérature, mais il y a beaucoup de légendes urbaines là-dessus. Là. Les jeunes d'aujourd'hui aussi souhaitent une certaine stabilité. Et c'est pas vrai que les gens veulent se promener d'un emploi à l'autre. C'est pas la norme, ça. Je regarde les travailleurs autonomes, ça aussi, puis Bernard, je m'excuse, ça va être un débat. Les travailleurs autonomes, le pourcentage depuis 10 ans n'a pas bougé. Il est autour de 15 %. Là, on essaie de nous faire croire que dans l'avenir, dans les 2 prochaines décennies, l'emploi va se fragmenter. Ça va être l'ubérisation des milieux de travail, là, et que l'emploi va se fragmenter, puis que les gens vont chercher du jour au lendemain la précarité. Les gens, là, quand ils se promènent d'un endroit à l'autre, c'est parce qu'il y a de l'incertitude, c'est parce qu'il n'y a pas de stabilité. Les milléniaux, comme à l'époque où j'étais jeune aussi, quand tu fondes une famille, tu as besoin aussi d'avoir une stabilité. Tu as besoin parce que tu élèves une famille, tu n'as pas besoin de t'en aller d'un employeur à l'autre puis d'avoir de l'instabilité. Fait que de ce côté-là, j'ai beaucoup de réticence. Puis je regardais la littérature, même la BDC et d'autres disent non, les milléniaux, là, il faut développer le sentiment d'appartenance à une organisation, il faut développer le cheminement de carrière, il faut investir en formation pour les attacher à une organisation, pour justement éviter cette fragmentation-là. Fait qu'il y a comme une espèce de discours qui est souvent, là, je ne dis pas qu'il est de mauvaise foi, il est de bonne foi, mais un discours un peu de droite pour dire la catastrophe s'en vient, puis il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, moi je pense que nos régimes de retraite doivent être non pas des régimes à prestations cibles, mais plus flexibles, doivent s'adapter. Puis quand je dis que je suis sensible à ça, moi, à 36 ans, jusqu'à l'âge de 36 ans, je n'ai pas contribué à un régime de retraite. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'adore ce que je fais, mais je le regrette en crise de ne pas avoir contribué avant à un régime de retraite pour être capable, à un moment donné, parce que quand tu avances en âge, peut-être, puis je
Je l'ai déjà dit à Bernard en privé, je vais le dire, mais c'est pas tout le monde qui est actuaire. Et ça amène son lot de stress, là. Mais on représente beaucoup de gens qui travaillent fort physiquement. Puis ces gens-là qui travaillent fort physiquement, bien, à un moment donné, il faut que tu aies un horizon de temps où tu vas savoir que tu vas pouvoir prendre une recette qui va être décente puis passer à autre chose dans la vie. Je regarde le débat, là, 67 ans, 70 ans, la retraite. Je veux dire, dans bien des emplois, ça veut dire, je comprends que l'espérance de vie allonge, là, mais on l'a vu ce matin, c'est pas infini non plus. Mais à un moment donné, à quel point tu as le droit de profiter d'une retraite, qui est décente? Puis moi, j'y crois profondément, puis je pense pas que c'est la vieille approche de continuer à convaincre. Puis les plus jeunes, le séminaire FTQ, c'est un bon exemple. On est une organisation qui fait beaucoup, beaucoup d'éducation. Il va falloir en faire plus encore dans l'avenir. Il va falloir qu'on repense bien des choses si on veut rendre nos régimes qui sont attractifs. Puis je l'ai vu dans le privé, j'ai parlé à des gens des métallos, d'Unifor. Quand il y a eu des régimes à prestations cibles que la législation a permis, c'est parce que l'entreprise allait fermer, on était dans la merde complètement. Puis les gens ont sauvé les meubles. Par contre, avec des nouveaux RRFS, comme on voit, dans le secteur privé, où on disait à l'employeur, non, tu ne vas pas juste verser une cotisation, tu vas faire bien davantage, tu vas en mettre plus. C'est pas vrai que tu vas t'en tirer à bon compte. Si on est pour assumer tous les risques, bien, il va falloir que tu contribues davantage. Puis il y a des beaux exemples de ça, de succès. Mais moi, je pense qu'on prête beaucoup d'intention aux futures générations. C'est notre rôle d'assurer, de ne pas embarquer, d'être réaliste. Je n'ai pas de lunettes roses quand je dis ça. Mais je dis que l'être humain cherche la stabilité. L'être humain cherche à se développer au sein d'une organisation. Moi, je suis encore à des tables de négociation aujourd'hui, puis maudit qu'on a de la misère à convaincre les employeurs d'investir en formation. Les changements technologiques qui s'en viennent, l'automatisation, il faut prévoir ça. Mais on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre sans précédent. Ça, on s'entend là-dessus? Oui. Et, comment? En conclusion. Oh, OK. Oui, parce que je prépare. On a une opportunité en or. Et le phénomène va être là pour les 2 prochaines décennies. Fait que je me projette en 2040. C'est une opportunité en or pour les organisations de développer des valeurs, de faire en sorte que le monde se développe au sein des entreprises. Je comprends que ce pas toutes des grandes organisations, mais même au niveau des PME, pour faire en sorte... L'opportunité est là pour faire en sorte que les entreprises prennent ce virage-là avec nous. Mais moi, je crois profondément au régime à prestations déterminées. Puis on va parler tantôt de d'autres formules, là, parce que je comprends que j'ai terminé. C'est ça? Non. Maudit que ça passe vite, 8 minutes. Michel, merci. Ça promet. Là, tu pars mon temps quand j'ai ma diapositive. C'est parce que j'essaie de négocier mon temps tant que je n'avais pas mes diapositives. Parce que je sens que je vais en manquer à la fin. Un des aspects importants du système de retraite qu'il faut regarder, c'est quand je vais être à la retraite, ça remplace quelle partie de mon revenu, si par exemple je gagne le salaire moyen. Mais projetons-nous dans 20 ans. Eh bien, la première surprise que j'aimerais vous apprendre, c'est que le taux de remplacement des régimes publics, loin de s'améliorer, il se détériore. Si vous regardez le graphique derrière moi, la ligne en haut, c'est le taux de remplacement pour quelqu'un qui prend sa retraite au salaire moyen et qui peut juste compter ses régimes publics. Vous remarquerez que le point le plus haut, c'est 1976. Et donc, on voit que la courbe a tendance à baisser et à se stabiliser. Pourquoi? Parce que le régime des rentes, lui, a été stable et on l'a bonifié de 25 à 33 %. Ce qu'on a oublié de nous dire, c'est qu'entre-temps, la pension de sécurité de vieillesse et le supplément de revenu garanti, eux, parce qu'ils ne suivent pas le salaire moyen, mais uniquement l'inflation, ils baissent. Fait que dans les faits, le taux de remplacement des régimes publics, qui est de 38 % aujourd'hui, dans 20 ans, il va baisser à 36 %. Donc, les régimes publics ne seront pas la solution. On va même avoir légèrement augmenté l'écart entre ce que les régimes publics assurent puis l'argent qu'il faut pour maintenir son niveau de vie à la retraite. Le Parti libéral a promis en campagne électorale une légère bonification de la pension de vieillesse à 75 ans pour l'augmenter de 10 %, ce qui est quand même bienvenu. Mais même avec ça, le taux de remplacement va être plus faible qu'il l'est aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on parle de 23 000 $. Par ailleurs, un petit commentaire, c'est milléniaux, tout le monde en parle, je vais y aller moi aussi. Dans un sondage de KPMG, les milléniaux, à 82 % disaient qu'il fallait améliorer les régimes publics. Alors, si je prends Bernard au mot, c'est encourageant parce que quand ils vont être au pouvoir,
peut-être qu'ils vont décider qu'il faut améliorer le régime public et que ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, c'est ma lunette rose de départ. L'enfant malade, à ce moment-ci, c'est les régimes complémentaires à prestations déterminées parce que ce pilier-là n'arrête pas de s'affaiblir. La baisse de la couverture, elle est continue. Et le responsable principal, c'est les normes comptables parce que les normes comptables font en sorte que les employeurs ne veulent plus avoir à leur bilan un passif calculé de façon stupide. Je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi, mais retenez le mot, il résume bien. Et donc, en ce sens-là, la solution des patrons, à ce moment-ci, c'est de dire on veut des régimes à prestations cibles pour se débarrasser du risque, mais en passant, on voudrait pouvoir les convertir tout de suite. Et les patrons vont maintenir la pression. En principe, lorsqu'il y a eu des consultations, il n'y a pas eu consensus sur cette question-là, mais les patrons ne lâcheront pas le morceau. S'ils sont pour se faire imposer quelque chose, ces clauses de disparité de traitement, ils ne vont pas arrêter de pousser sur cet aspect-là, il faut en être conscient. Et, mauvaise nouvelle pour mon ami Marc, le fait que les régimes à prestations déterminées sont en baisse, il faut être conscient que ça va créer une pression continue contre les régimes publics, parce que là, l'argument de l'équité va revenir sans cesse. Rappelez-vous la propagande des journaux de Québécois au moment de la discussion sur le secteur municipal, où tu avais toujours deux photos côte à côte. La personne dans sa décapotable qui avait un beau régime chromé, et le monsieur d'un certain âge avec son casque à la tête qui, lui, avait juste ça. Donc, il va y avoir de la pression sur les régimes publics. Par ailleurs, moi, je pense que les régimes PD, les meilleurs seront encore là en 2040. Je n'ai pas dit tous, mais les meilleurs vont l'être. C'est quoi? Ça va être des régimes à prestations déterminées qui sont soutenables au niveau de la conception puis du partage des risques, qui sont adaptés aux besoins puis aux contraintes de leur milieu. Eux vont être encore là. D'abord, ils vont être plus attrayants et appréciés des travailleurs. Je vais revenir à la diapo suivante parce que c'est très important. 2, ça va généralement être des régimes où il y a des marges très élevées, des réserves très importantes pour que la volatilité des marchés, y inclut celle qu'on vit actuellement, les régimes soient équipés pour les absorber, tout en contrôlant la probabilité de déficit et la volatilité de la cotisation. Des exemples de ça, il y a des prestations déterminées qui ont des réserves élevées. Le RRFS FTQ, ou le RFS des groupes communautaires où je suis, sont un autre bel exemple. Et en plus, c'est des régimes interemployeurs, donc ils font en sorte qu'un employeur n'a pas à s'occuper de l'administration des régimes, ce qui n'est pas loin de bonne chose dans beaucoup de cas. Il y a eu des régimes ontariens créés récemment qui ressemblent beaucoup à l'approche des RRFS, donc même des grandes caisses ontariennes ont découvert la lumière. Mais la deuxième chose, ça va être une gestion des actifs dans des grandes caisses de retraite, parce que c'est juste ça qui peut concilier l'expertise, le rendement, la sécurité, les frais, la diversification. Et les petits régimes, et au Québec, un très grand pourcentage des régimes sont petits, ne seront pas bien outillés pour faire face aux exigences de demain. Pensez juste au défi de diversifier dans des classes d'actifs qui ne sont pas cotées en bourse. C'est hors de prix pour des petits régimes et ils n'ont pas l'expertise pour le faire. On parle de régime interentreprise. Encore une fois, l'exemple clé que la FTQ s'est donné, c'est le RFS FTQ, qui est un outil très puissant parce qu'il permet à tout groupe affilié d'adhérer. Ça peut être des régimes sectoriels. Le secteur public ou la construction sont des bons exemples. Mais ça pourrait être aussi être une fiducie globale. Mon régime participe actuellement à une fiducie globale avec d'autres régimes. Donc, au lieu d'avoir des actifs, de gérer des actifs de 80 millions, on gère des actifs de 500 millions et qui augmentent rapidement. Parce que chaque caisse conserve sa répartition d'actifs entre obligations, actions, etc. Mais on bénéficie de l'effet de masse pour réduire les frais et surtout pour être capable de diversifier. Par ailleurs, un sondage qui a été réalisé parmi les Canadiens indique que quand on demande à des Canadiens quelles sont les caractéristiques que tu souhaites pour un régime de retraite, puis on ne leur a pas du PDCD, on leur a décrit une série de caractéristiques, les 5 gagnants sont revenus garantis à vie, 8,4 sur 10 comme note, fournit un rendement prévisible, 8,2. Le revenu augmente avec l'inflation, 8,2. Mécanisme permettant une retraite anticipée si j'y suis forcé, 7,7. Puis le revenu ne fluctue pas en fonction des rendements. Donc, spontanément, les gens qui n'ont pas suivi de cours de retraite, ni rien, spontanément, ce qu'ils veulent, c'est un régime à prestations déterminées. Et dans le sondage, ils demandaient, serais-tu prêt à payer plus pour avoir un régime qui ressemble à ça? Vous seriez étonné des pourcentages que les gens étaient prêts à payer en plus. Il y en a qui parlaient de 5, 10, 15, 20 %. Bref, les gens seraient prêts à payer si on a le bon produit.
Évidemment, pendant ce temps-là, ce qu'on voit, c'est la pression des employeurs, la pression des grandes firmes d'actuaires, que je qualifierais de patronales, et avec l'appui des gouvernements, on s'en va plutôt vers le contraire. C'est-à-dire une tendance vers des régimes à cotisation déterminée et des régimes à prestations cibles qui respectent à peu près pas aucune des conditions que je viens de dire. Donc, un système qui s'éloigne des aspirations des Canadiens. Évidemment que, je l'ai dit tantôt, les régimes PD qui vont survivre doivent être équipés pour résister à la tempête, comme celle qu'on a, mais aussi être flexibles et adaptés à l'évolution du marché du travail. C'est ce que j'allais dire. Il me reste 2 diapositives sur les mesures que le mouvement syndical doit prendre. Je pensais que vous auriez la chose dans vos mains, mais il n'y est pas. Je vais revenir sur ces questions-là plus tard. C'est plus 4 pistes de solutions sur lesquelles le mouvement syndical doit travailler. Merci, Michel. Ça me permet de préciser que les 2 documents PowerPoint qui ont servi à mettre la table vont être disponibles sur le site du séminaire de la retraite 2020. Bon, alors, la table est bien mise, messieurs. On va faire ça de façon civilisée, comme d'habitude. Bon, un élément important que Bernard a évoqué dans sa présentation d'ouverture et sur laquelle Marc a rebondi, je pense, c'est la question du travail et de la retraite, l'articulation entre les deux. On sait qu'il y a des nouveaux modèles qui pointent. Bon, l'interprétation qu'on peut donner de ce que les jeunes vont vouloir plus tard, c'est une autre chose. Mais d'abord, une première ronde de questions sur l'évolution du travail et de la retraite en 2040. Bernard, si dans un premier temps tu veux... Marc, pardon. Oui. L'occasion de peut-être préciser des éléments sur lesquels tu n'as pas suffisamment élaboré ou tu juges que tu n'as pas suffisamment élaboré. Oui. Bien, je prenais en conclusion, et je suis toujours très calme, je ne suis pas fâché, mais je prenais en conclusion qu'on a une opportunité dans les 2 prochaines décennies. Le phénomène de rareté de main-d'œuvre ne se résorbera pas. Le taux de chômage au Québec n'a jamais été aussi bas qu'il l'est actuellement. La position du Québec actuellement, le plus grand problème, c'est de combler les besoins en main-d'œuvre des entreprises. Donc, il y a une opportunité pour, quand on parle d'outils de rétention, parce que c'est l'objectif des employeurs d'être capables de conserver leur main-d'œuvre, le plus bel outil de rétention, c'est le régime de retraite. Puis par rapport aux plus jeunes, bien sûr qu'il y a beaucoup d'éducation à faire pour faire valoir l'importance d'un régime de retraite. Et c'est pour ça que là-dessus, je pense, puis avec Michel, on n'est pas très loin sur le rôle d'une organisation comme la FTQ, d'être appelée à jouer un plus grand leadership de ce côté-là, à informer, à faire en sorte que nos gens aussi, qui soient sur les comités de retraite, puis dans nos différents syndicats, comprennent l'importance d'y contribuer. Éviter, c'est sûr, parce que l'un des plus grands défis, on parle beaucoup d'équité intergénérationnelle, c'est ça qui peut être la menace au régime de retraite à prestations déterminées. Je mentionnais qu'on avait trouvé un levier avec une formule d'indexation qui était plus importante dans le cadre des plus jeunes puis qui contribuait davantage. Dans le monde municipal, on avait instauré ça. Transport terrestre aussi, dire une formule d'indexation qui est fixe, puis ensuite une formule d'indexation qui va être bonifiée avec les années au fur et à mesure que le régime va être en meilleure santé. C'est sûr, puis on avait cette discussion-là, que ça peut prendre un certain temps quand tu fais des réformes à ton régime de retraite avant de voir ces formules d'indexation-là d'être mises en place, mais c'est un levier parce que tantôt, j'avais mon ami Mario qui disait, bien, les plus jeunes, on pourrait peut-être amener leur cotisation à 15 %. J'ai fait un sourire, Mario, je ne sais pas, tu es juste là, mais déjà, quand on regarde une contribution qui est au-dessus du MGA, là, est à 10 quelque chose %, les gens, là, puis tu contribues au régime public aussi, il y a une espèce de niveau de saturation, de tolérance par rapport à ça. Fait qu'il faut trouver d'autres formules que juste jouer sur la cotisation pour pouvoir réussir. Michel? Effectivement, il faut se rappeler que la faible croissance démographique, ça va vouloir dire une croissance économique plus faible avec le vieillissement, mais il va encore y avoir des risques de pénurie de main-d'œuvre parce qu'on a juste commencé à le voir, mais ce problème-là ne se résorbera pas. Et moi, je pense que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, tu vas avoir d'un côté les technologies de l'information puis l'intelligence artificielle qui va imaginer toutes sortes de changements technologiques pour augmenter la productivité, mais aussi réduire la main-d'œuvre. Et les pénuries de main-d'œuvre vont encourager encore plus ça. Et une des implications, c'est qu'il y a certaines catégories de travailleurs, non seulement des non-qualifiés, mais dans certains cas même des plus qualifiés, qui vont se ramasser à perdre leur emploi et à devoir tenter de se requalifier. Et l'enjeu va être, est-ce qu'on va avoir les politiques
de formation, de transition. Est-ce que les employeurs vont se responsabiliser là-dessus ou on va compter juste sur le gouvernement pour le faire? Parce que si on ne prend pas de mesures préventives, on va se ramasser avec un marché du travail très polarisé. Ceux dont les habiletés sont en demande et pour lesquels les employeurs courent, sont prêts à se mettre à genoux et à augmenter les bénéfices, et ceux qui sont les rejects et qui, à tous les 10 ans, vont se ramasser sur le carreau à essayer de se requalifier. Il y a un grand danger là, et il me semble que la réflexion sur une politique active du marché du travail s'impose. Par ailleurs, c'est sûr que l'emploi va continuer à se développer dans des PME et avec une tendance au maintien d'une certaine précarité, d'un certain roulement de contrats à durée déterminée, ou même de personnes à leur propre compte. Souvent, on peut les appeler des entrepreneurs dépendants, ce qui est un terme que je vais ramener en 2 minutes. C'est-à-dire des gens qui, techniquement, sont à leur compte, en pratique, sont des salariés. Je ne sais pas si vous avez passé récemment, le plus haut tribunal en France a décrété que les partenaires d'Uber sont en fait des salariés, parce qu'Uber dicte tout. Au Code canadien du travail, cette notion-là existe. Si je suis techniquement à mon propre compte, mais je travaille pour l'employeur et qu'il dirige mon travail, si bien que pour moi, il y a 2 défis pour le mouvement syndical qui étaient sur mes acétates. Le premier, si l'emploi se crée dans des PME ou dans des grappes, prenez les jeux vidéo, prenez technologie de l'information, prenez intelligence artificielle, ça ramène sur le tapis la notion d'accréditation multipatronale. Il faudrait être capable que les salariés d'un même secteur puissent être syndiqués ensemble pour qu'ils conviennent d'un certain nombre de conditions de travail minimales applicables à l'ensemble des secteurs. Et l'autre, il faudrait que le Code du travail du Québec soit amendé comme le fédéral pour dire qu'un entrepreneur dépendant, donc quelqu'un qui est officiellement à son propre compte, mais qui, dans les faits, est pratiquement un salarié de l'employeur, qui soit reconnu comme un salarié syndicable, mais en plus, qu'il puisse être considéré comme admissible à un régime de retraite, ce qui, à ce moment-ci, n'est pas le cas dans les normes fiscales. Dernière remarque, là, je vais me mettre le doigt dans l'engrenage entre Marc et mon ami. C'est pas vrai que les employeurs sont indifférents dans un contexte de pénurie à la nécessité d'attirer et de retenir le talent. C'est peut-être pas tous leurs travailleurs qui considèrent comme le talent, mais ceux qui considèrent comme des employés clés, des employeurs dont le savoir est indispensable parce qu'on est en économie du savoir. Pour ces travailleurs-là, ces employeurs-là vont être prêts à réfléchir à toutes sortes de mécanismes d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Le problème, c'est qu'on vient au problème de la polarisation dont je parlais tantôt. Il y a ces travailleurs-là essentiels en raison de leur connaissance ou de leur expertise qui vont avoir droit à un type de traitement. Et il y a ceux qui sont remplaçables et corvéables, que là, on va mettre en plus grande précarité. Et là encore, ça va être le défi du mouvement syndical que d'empêcher ça. De la même façon que quand le mouvement syndical s'est mis à syndiquer dans l'industrie dans les années 30 et 40, c'était précisément pour briser le pattern d'employés de métiers qualifiés qu'on traitait moins mal et d'ouvriers de production qu'on traitait n'importe comment. On a un peu ce défi-là pour l'avenir. Bernard, est-ce que vous voulez réagir? J'imagine que oui. Comme tout le monde en parle, droit de réplique. D'abord, tu parlais de tes 5 enfants. Bien, moi, j'en ai 4. Ils sont tous en couple, ça fait 8. Qui ont tous entre 33 et mon plus vieux va avoir 45 ans cet été. Il y en a 2 qui travaillent dans le monde public ou parapublic, donc ils ont un bon régime de retraite PD. Il y en a 4 qui travaillent pour des PME, puis là, c'est des vrais PME. Là. Il y en a 2 qui sont en technologie, fait que la compagnie n'existait pas il y a 5 ans, puis je ne sais pas si ça va exister dans 5 ans. Eux, ils ont soit un régime CD, où l'employeur cotise un peu, ou ils ont un RIR collectif. Et il y en a 2 qui sont des travailleurs autonomes. Personnellement, je ne vois pas ça comme une catastrophe, je vois ça comme une réalité. Je pense que le monde du travail évolue. Et oui, les employeurs qui cherchent à attirer mes enfants et leurs conjoints, oui, ils veulent les attirer. Mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas nécessairement ce que moi je voulais quand j'avais 25, 30, 35 ans. Ils ont une perspective très différente sur leur carrière, sur comment ils veulent gérer leur carrière, sur comment ils veulent atteindre une certaine sécurité financière, puis ils la veulent bien avant 65 ans, mais pas nécessairement dans le but de retraite. Donc, oui, je suis d'accord qu'il faut continuer d'attirer les gens, mais je vous encourage à réfléchir, et encore une fois, on se met dans 20 ans d'ici, là. OK? Alors, il faut réfléchir sur comment
l'ensemble de la société va être, et je pense que ça va être beaucoup plus fluide que ça l'est présentement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr qu'il faut moduler les choses. Ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement bon pour une autre. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des grands défis du système de retraite de savoir avoir une certaine flexibilité parce que les gens qui ont des carrières différentes envisagent leur retraite de façon différente. Et on ne peut pas mettre tout le monde dans le même moule. Il n'y a pas autant d'uniformité maintenant, et encore moins dans 20 ans, à mon avis, qu'il y en avait il y a 20 ou 30 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les régimes à prestations déterminées. Et s'il y a une chose sur laquelle on s'entend, c'est bien la valeur incroyable d'un régime à prestations déterminées. C'est l'idéal parce que ça nous donne une certaine garantie. C'est gérer. Le modèle de gestion des régimes de retraite au Canada, il fait l'envie de plusieurs pays dans le monde. Donc, c'est bien géré, nos régimes en général. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des trous par-ci, par-là, mais règle générale, c'est super bien géré. Donc, oui, mais la réalité est que le monde évolue. Aujourd'hui, dans le secteur privé, aujourd'hui, là, la statistique de 2018, c'est qu'il y a moins de 10 % des travailleurs du secteur privé qui ont un régime à prestations déterminées. C'est ça, la réalité. Et il y en a seulement un autre 13 % qui ont un régime point. Donc, ça veut dire là, que tu as seulement 23 % des travailleurs dans le secteur privé qui ont un régime collectif d'épargne, retraite. Aujourd'hui. Alors, c'est ça la réalité. Il faut qu'on s'y adapte. Il faut qu'on réfléchisse à dire c'est quoi la meilleure façon d'aider ces gens-là à planifier la façon à acquérir une certaine sécurité financière. La dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, et je le sais que ça va être un petit peu contesté, Marc et moi, on en discute régulièrement, puis on ne s'entend jamais. Fait que ça rend le débat intéressant. Mais il y a déjà un changement qui se passe dans le monde du travail. Aujourd'hui, au Québec, ça c'est des chiffres du Québec, entre 60 et 64 ans, il y a 49 % des gens qui sont à l'emploi, donc qui déclarent un revenu d'emploi. C'était 36 % il y a 10 ans. Donc, en 10 ans, on est passé d'à peu près une personne sur 3, en 60 à 64 ans, qui occupait un emploi, à une personne sur 2. Et ce n'est pas un phénomène uniquement au Québec, c'est partout dans le monde. Partout dans le monde, il y a cette réalité-là. Les gens arrivent à ce moment-là et certains par nécessité, je ne le nie pas, mais beaucoup par choix, se disent, moi, je veux continuer d'utiliser mon temps en partie, à tout le moins, pour occuper un emploi, pour contribuer à faire ma petite contribution à l'économie du Québec. Comme je dis, il y en a qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix, mais il y en a plusieurs qui le font par choix. C'est déjà commencé et je pense que ça va se poursuivre, ce changement-là. Ça va se poursuivre et il faut qu'on adapte nos régimes de retraite en conséquence. Bon, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Bernard, parce que, à la lumière de ce que vous avez présenté comme portrait de ce qui se présente devant nous pour dans 20 ans, la question, c'est l'action aussi, parce qu'on a beau faire des prévisions, il ne s'agit pas simplement de s'adapter à une situation qu'on envisage comme étant probable, il s'agit aussi, dès maintenant, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire valoir l'intérêt général dans une situation dans 20 ans. Donc, une deuxième série de questions, cette question-là, quel modèle de la retraite, dans le fond, on devrait, dans un premier temps, mettre de l'avant? Qu'est-ce qu'on devrait mettre comme principe structurant pour la retraite dans 20 ans? D'abord, Michel. D'abord, je veux revenir sur la nécessité d'améliorer les régimes publics. Plus il est vrai qu'il faut s'attendre à un marché du travail où il va y avoir beaucoup de roulements, de changements d'employeurs fréquents, de carrières parallèles, plus il y a une chose qui ressort. Le seul régime qui peut te suivre partout, que tu sois salarié ou à ton propre compte, et qui te permettrait à chacun de ces endroits-là d'accumuler des droits pour la retraite, c'est le régime des rentes du Québec, c'est le régime public. Et donc, au lieu de chercher à inventer des régimes qui seraient faits pour suivre ça, il faut se rappeler que les régimes publics sont les mieux placés pour permettre de suivre ça, au moins jusqu'à un certain taux de remplacement qui devrait être plus élevé que le 33 % actuel. Il y a aussi le fait que et la pension de vieillesse et le supplément de revenu garanti, et j'ai bien compris la réponse de M. Ménard qui les distinguait, mais pour moi,
la pension de vieillesse, le barème devrait suivre l'évolution du salaire moyen. Et si on veut que la définition de pauvreté soit un peu alignée sur l'évolution du salaire moyen, ça fait aussi plein de sens que le plafond du supplément de revenu garanti suive le salaire moyen. Sinon, comme on a vu tantôt, on est dans une chaloupe, mais l'eau n'arrête pas de prendre l'eau et on va se ramasser les pieds dans l'eau un jour. De la même façon, l'amélioration du régime de rente devrait être faite. Comme je l'ai dit, on a un précieux allié. Le temps joue en notre faveur. Quand les milléniaux vont être au pouvoir, ils vont être 82 % à dire qu'ils veulent les améliorer. Donc, le temps joue en notre faveur, on va l'avoir. Mais l'autre bout important, c'est qu'il faut que la FTQ soit un acteur qui change le futur là où on ne l'aime pas. Comme acteur syndical, c'est notre pouvoir de le faire. Il faut se donner des outils collectifs. Le RFS-FTQ, pour moi, est central parce qu'on dispose d'un outil performant et sécuritaire pour que tous les groupes qui, à ce moment-ci, ont des régimes CD, des REER collectifs, on devrait intensifier les efforts pour les amener vers le RFS-FTQ. Pour l'employeur, ça ne change strictement rien, il va verser la même cotisation, mais pour les salariés, la sécurité qu'ils acquéreraient serait très grande. Et le RFS-FTQ, il faut en être conscient, en 2040, le RFS-FTQ va être beaucoup plus gros que le Fonds de solidarité. Et donc, en ce sens-là, il y a un enjeu majeur là. Et plus le RFS-FTQ va être gros, plus il va avoir une influence sur les marchés de capitaux qui est importante. Deuxièmement, le Congrès de la FTQ a déjà voté une fiducie globale pour gérer les actifs des régimes plus petits. Moi, l'expérience de notre régime, c'est que ça fait toute la différence au monde que d'être capable, parce que je n'ai pas 80 millions, mais 500 millions qui augmentent rapidement, d'avoir accès à des classes d'actifs où je serais pas capable d'y avoir accès tout seul. Dans certains cas, on a même pu négocier un fonds d'infrastructure avec les priorités qu'on voulait, pas d'énergie fossile, des infrastructures vertes, pas de PPP, pas d'investissement des mines. Une priorité, c'est les énergies vertes, encore une fois. Mais chaque caisse conserve sa répartition d'actifs, donc est capable de gérer son risque. Une troisième idée que je lancerais, ce serait intéressant que le Fonds de solidarité, qui, je pense, l'a déjà examiné, réexamine la pertinence d'un CELI collectif du Fonds de solidarité, parce que pour beaucoup de catégories d'emplois plus précaires, où il y a beaucoup de rotation, le CELI a l'immense avantage qu'une fois que tu arrives à la retraite, il n'est pas imposable et surtout ne réduit pas ton supplément de revenu garanti. Donc, pour des gens qui risquent d'avoir un revenu faible à la retraite, le CELI du Fonds de solidarité deviendra un outil pour ceux à qui un régime, même le RRFS, n'est pas accessible pour X raisons. Il me semble qu'il y a là quelque chose à examiner. Merci, Michel. Bernard, ensuite, Marc. Bien, moi, je pense qu'une des grandes forces du système de retraite québécois et canadien, c'est le partage des responsabilités entre le gouvernement, d'une part, les employeurs, d'autre part, et les individus à la fin. Et je pense que c'est excessivement important de maintenir ce partage-là en l'adaptant à l'environnement qui existe. Fait que je pense que pour le gouvernement, je vois trois impératifs en termes de solutions. Le premier, c'est qu'il faut absolument que le gouvernement maintienne un revenu minimum de base universel, accessible à tout le monde, qui aide à combattre la pauvreté. Donc, c'est essentiel de maintenir ça, selon moi. Il faut tenir compte, par contre, que, comme je le mentionnais dans mon mot d'introduction, les personnes âgées, ils vont être un beaucoup plus gros groupe qu'ils étaient auparavant, mais ils vont surtout être plus vieux qu'ils étaient à cause de la proportion des gens de 75 ans et plus. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on maintient ce revenu de base-là, comment on maintient les services aux personnes âgées dans un environnement où il y en a beaucoup plus de personnes âgées. Deuxièmement, le RRQ, comme dit Michel, c'est une perle, le RRQ, le régime de pension du Canada, le régime de rente du Québec, c'est des perles. Et c'est excessivement bien géré et il faut que le gouvernement s'assure que ça livre la marchandise. Puis comme je le disais en introduction, je pense qu'on n'aura pas le choix de les bonifier. Puis finalement, parce qu'il y a beaucoup de l'épargne qui est faite au niveau individuel, dans des RIR, dans des CELI, dans des régimes collectifs à cotisation déterminée, il faut que le gouvernement rende ces règles-là plus simples. C'est compliqué, ces affaires-là, ça n'a pas de bon sens. Il faut qu'on simplifie ça, qu'on rende ça plus efficace, qu'on diminue les frais, qu'on permette une mutualisation des risques dans ces choses-là. Au niveau des employeurs et des syndicats, moi, je vous encourage à réfléchir différemment
du rôle de l'employeur. Si on maintient le rôle de l'employeur comme l'employeur assureur d'une rente garantie, si c'est ça qui est le modèle, les employeurs vont continuer de faire ce qu'ils font maintenant. Ils vont dire non, merci. Donc, il faut réfléchir à un employeur contributeur à la sécurité financière de ses employés. Et ce n'est pas juste des mots, c'est une façon d'approcher la discussion avec l'employeur, de dire comment tu contribues à la sécurité financière de tes employés. Et il faut que les véhicules d'épargne collective, comme je disais, soient bien utilisés. Puis je pense qu'il faut réfléchir à des régimes multi-entreprises qui sont moins dépendants du lien d'emploi avec un employeur en particulier, mais plutôt d'un lien plus collectif, plus sociétal. Au niveau des individus, je pense que ça prend plus de gens comme vous autres. Ça prend plus de gens qui se conscientisent et qui réalisent qu'ils ont un rôle à jouer dans la planification et la gestion de leur épargne retraite et que ça doit se faire avec un certain partage de risques. Je pense que ça, c'est des pistes de solutions pour le système de retraite continue de bien performer comme il l'a fait jusqu'à maintenant. Marc? Oui. Tu parles de la relation syndicat-employeur. Je reviens, la FTQ, avec tous ses affiliés, le plus gros syndicat au Québec, 600 000 membres dans tous les secteurs d'activité. Je pense qu'on a un rôle à jouer. Le Fonds de solidarité, déjà, en termes d'épargne des Québécois, joue un rôle. La mission, elle est claire du Fonds de solidarité. Puis, je pense que le RRFS, au cours des 20 prochaines années, avec davantage de flexibilité, avec davantage de... mais pourrait jouer ce rôle-là. Parce qu'actuellement, ce qu'on voit, il y a beaucoup d'initiatives de régimes qui se partent à gauche, à droite. On parle de fragmentation. Tantôt, j'entendais dans une équipe qui disait, bien, nous autres, je pense que c'est la ville de Mascouche, tu sais, bon, les groupes se sont fragmentés un peu, de regrouper les caisses de retraite, déjà, d'avoir un plus grand actif. Tu parlais de fiducie, mais du côté du RRFS aussi, parce qu'actuellement, je sais que tu as participé en Ontario, il y a un régime qui est un RRFS, dans le fond, où la rente, elle est garantie. Mais c'est des initiatives souvent qui partent soit d'employeurs, qui partent de firmes, avec tout le respect que j'ai, qui partent de firmes, qui partent des initiatives, des régimes à gauche, à droite. C'est au mouvement syndical, c'est à nous d'initier ces mouvements-là. C'est à nous de s'occuper de l'épargne de nos gens puis d'envoyer des signaux qui sont clairs. Puis, je rêve aussi, parce qu'on parlait d'investissement socialement acceptable puis qui tienne compte des nouvelles réalités, de la transition qui soit juste. Je parlais récemment avec des gens pour dire, moi, je rêve, par exemple, d'un projet où une caisse de retraite, la caisse des cols bleus de la Ville de Montréal, par exemple, investit avec le gouvernement, investit avec le Fonds de solidarité, les différents joueurs, on l'a vu récemment, le dossier du recyclage des matières premières, de la collecte sélective. Il y a des investissements qui peuvent être structurants puis qui ont une valeur ajoutée, qui font en sorte que c'est notre monde aussi qui travaille là, mais qui va donner un sens à l'épargne, qui va faire en sorte que aussi, au niveau de l'image auprès de l'ensemble de la population québécoise ou auprès on parlait des travailleurs qui sont en PME puis qu'on a un travail à faire pour éventuellement aller chercher ces gens-là, mais de véhiculer des valeurs comme celles-là qui vont faire en sorte que les gens vont aller vers un régime de retraite qui va mettre de l'avant. On le dit, moi j'ai encore l'image d'un demi-million de Québécois qui ont marché pour le climat. Ça doit vouloir dire quelque chose. Je pense que les Québécois ont soif de valeurs importantes. On parle beaucoup d'épargne. Moi, je pense que si la FTQ est le leader de ce côté-là, faire en sorte de lancer des signaux comme ça, on pourrait être vu comme étant novateur et ça pourrait aussi attirer pas mal de gens vers l'investissement pour la retraite aussi. Avec la transition juste, je pense que déjà, il y a une belle position de leadership qui a été prise la dernière année. C'est le temps des questions. Vous avez certainement des préoccupations, des questions à poser à nos panélistes. À les inciter aussi peut-être à se commettre sur des enjeux plus pointus ou à qu'ils puissent débattre entre eux. On n'osait pas trop. Alors, il y a 3 micros. On va commencer par monsieur. Bonjour. Je vais rappeler que la génération X n'est pas morte encore, ni la génération Y. Puis qu'au gouvernement, si on écoutait ce qui est en train de se faire, là, bien, en ce moment, là, ça devrait être rien que du X, puis c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Je ne suis pas en conflit de génération, mais c'est comme quand on parle que les milléniums, ils ont tous les torts, puis ils vont, à 30 ans, ils vont être des leaders
au gouvernement, dans tout ce qui va se passer. Je crois un petit peu là, qu'on veut paniquer un peu. Là. On va ramener ça un petit peu. Le monde étant le monde, on va trouver des solutions. Puis je suis d'accord avec Marc, ça va être le mouvement syndical qui va vous influencer. Les jeunes veulent avoir des bons jobs avec des bonnes conditions. Pourquoi ils se placent d'une place à l'autre puis qu'ils changent de place? C'est parce qu'on les a détruites avec le temps. On a créé des emplois précaires et tout ça. Les baby boomers ne sont pas juste les générateurs. Ils ont aussi, par la suite, contribué à s'enrichir au nom des jeunes. Aujourd'hui, les X, on va être confrontés à la même affaire, puis éventuellement les milléniums avec ceux qui vont les déplacer. Mais c'est sûr et certain qu'au niveau des fonds de pension, il va falloir être créatif. Mais ce n'est pas acheter dehors en disant que l'épargne seule, elle va être la meilleure des solutions. Parce que ça, je n'achète pas pantoute, parce que le rapport d'amour, là, ça ne fonctionne pas. Quand on nous dit d'épargner puis de forcer les gens à épargner, ça ne se passe pas. Là. Je veux dire, c'est un vœu pieux de remplacer quelque chose qui ne fonctionne pas par quelque chose de volontaire qui ne fonctionnera pas plus. Les Québécois, on n'est pas les maîtres de l'économie. OK? Ceux qui sont dans des situations où on peut influencer, on a de la difficulté à influencer sur la forme d'épargne qu'on doit faire. Par contre, les spécialistes, ils vont être requis. Puis quand vous nous faites l'ébauche des nouvelles jobs qui s'en viennent, c'est des spécialistes. Donc, ce sera à nous d'aller les syndiquer, leur donner des bonnes conditions, des bons fonds de pension. Puis eux autres aussi, ils vont vouloir rester dans leur job. Parce que nos spécialistes chez nous qui sont syndiqués, ils veulent garder leur job puis à long terme. Ils ne veulent pas s'en aller ailleurs où ce n'est pas syndiqué puis il n'y a pas de fonds de pension. Il n'y a pas un jeune qui veut perdre 15 % de son salaire, mais si on les force à perdre 6 à 8 % de leur salaire à l'embauche, puis qu'ils n'ont jamais touché ce salaire-là, à la fin de leur carrière, ils sont bien contents d'avoir un fonds de pension. Ça aussi, c'est un mythe. C'est quand on essaye de leur enlever une grosse portion sans quand ils l'ont touché pendant une couple de mois ou une couple d'années parce qu'ils étaient dans des emplois précaires où ils n'avaient pas à contribuer. C'est là qu'ils vont se plaindre, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas touché au capital quand ils sont rendus dans des postes réguliers. Je pense qu'on suit là-dessus. Là. Est-ce que vous avez une question précise? À la fin. Non, mais c'est parce que je trouve que dans le monde des spécialistes, on oublie souvent les points que je viens de vous dire, puis on fait des faits avec les milléniums. Puis ces gens-là, c'est pas l'ennemi à abattre. C'est des jeunes qui ont soif comme nous autres, qui veulent apprendre. Puis moi, je suis un X. Je suis même pas un baby boomer. Puis je trouve qu'on a fait un beau portrait, puis on élimine tous ces gens-là, puis on leur prête des intentions. Mon fils, 19 ans, il veut avoir un fonds de pension. Il veut l'avoir, son fonds de pension, parce qu'il comprend, maudit, c'est quoi un fonds de pension. Puis à 19 ans, là, il a déjà contribué 2 années au fonds de solidarité parce qu'il n'a pas encore accès à un fonds de pension. Puis il va tout faire pour aller en chercher un. Parce qu'il a compris qu'est-ce que son père va avoir à sa retraite. Mais ça ne se montre pas. Ce qu'on vous dit à la place, c'est les gros méchants riches. On dépeint un portrait, puis on met nos milléniums en conflit avec nous autres. Puis c'est des gens de pouvoir qui font ça en ce moment. C'est pas moi qui dis que les baby boomers, c'est des gros méchants riches. Moi, j'aimerais ça être, pas un gros méchant riche, mais un gars qui est capable d'avoir une belle retraite à ma vie, puis j'aimerais ça que mon fils en ait une aussi. Donc, il n'y a pas de question. Hey. Attends, Marc, je vais en prendre un autre. On va prendre une autre question. Après ça, vous pourrez réagir à partir des notes prises. Moi, j'ai bien aimé le panel. C'est toujours intéressant, mais je trouve que des fois, on n'a pas l'impression qu'on entend toute la vérité. D'un côté, j'entends très bien qu'on a un beau système de retraite. En 1966, le deal, là, c'était qu'il y ait 3 paliers qui s'investissent là-dedans. Je ne sais pas si j'ai bien entendu les statistiques. Il y a 9 % qui ont des régimes à prestation, 18 % qui en ont un autre d'une autre sorte. Sont où les employeurs? Ils ont-tu suivi la parade? Il y a une autre affaire. Moi, je ne pense pas que c'est une question intergénérationnelle. Tout le monde cherche à rencontrer le besoin. Le besoin de liberté, là, à un moment donné, tu vas être fatigué dans ta vie, tu aimerais peut-être faire quelque chose pour toi. Puis ça se peut que ça s'aille à retourner travailler, ça se peut que ça s'aille rester au travail, ça se peut que ça soit faire une autre affaire. Dans la pyramide de Maslow, pour ceux qui le connaissent, ça s'appelle se valoriser à faire quelque chose. Fait que ça se peut que ça ne soit pas juste une question d'argent. Il y a du monde qui retourne travailler à 60, 64 ans, puis c'est bien correct.
L'autre aspect que je pense qui est important de souligner, c'est que je ne suis pas sûr qu'il va manquer tant de main-d'œuvre que ça à très long terme ou à moyen terme. Parce qu'il n'y en a pas tant de la job sur la planète que ça. Puis il y a beaucoup de choses qui sont très incertaines. Et si on regarde, on a passé au travers de beaucoup de révolutions. Puis là, bien, éventuellement, il y a la révolution intelligente et puis toutes les machines qui s'en viennent avec, qui, en principe, devraient nous donner la supposée épopée où est-ce que personne ne va travailler. Moi, j'ai entendu récemment 90% du monde ne travaillera pas. Fait que si tu es dans le 10%, tu vas être malchanceux tout à l'heure. Je ne sais pas en quelle année, là, mais moi, ça ne me tente pas bien d'être le malchanceux qui va travailler parce que probablement que je vais travailler avec une pelle. C'est ça qui est l'avenir de nos... peu importe quelle génération. Tu ne veux pas être celui qui travaille. On parle de répartition de la richesse, puis moi, c'est là-dessus que j'aurais aimé vous entendre. Si les employeurs ne sont pas là, moi, je travaille pour un milliardaire. Je fais des avions, des moteurs pour un milliardaire. À quelque part, s'il n'est pas capable de me donner une pension à 60, 65 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas son deal. Je regrette, là, il ne fait pas son deal. Fait que dites-moi, à quelque part, comment on fait pour répartir ces richesses-là? Merci. Grande question. Je vous laisserai réagir, vous trois, et ça serait aussi votre intervention de la fin. Ah oui? OK. Bien, je suis d'accord avec le commentaire qui a été fait par le dernier intervenant. Les employeurs n'ont pas assumé ou n'assument plus suffisamment de responsabilités dans le secteur privé. Je suis d'accord avec ça. La question est comment on change ça? Pour moi, c'est un état de fait. C'est un fait. OK? Il devait jouer un plus grand rôle qu'il joue présentement. Ça n'a pas fait grand dommage à date parce que les gens qui sont à la retraite en ont eu des régimes, puis à cause des clauses orphelins et tout, eux ont été capables de les maintenir. Mais quand on se projette dans l'avenir, il y a un plus grand rôle à jouer. Et je pense que collectivement, le mouvement syndical peut avoir une influence sur ça. Et je pense qu'on n'aura pas le choix, pour ceux qui vont être récalcitrants, de les forcer à cotiser plus au régime de rente du Québec. Je pense que c'est ce qui va arriver. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on va forcer tout le monde à cotiser plus au régime de rente du Québec ou seulement ceux qui n'auront pas de régime privé? Moi, je pense que c'est une piste qui pourrait être envisagée. C'est quelque chose qu'on n'a jamais réfléchi, mais ça pourrait être envisagé à l'avenir. En termes de mots de la fin, pour moi, quand je regarde tout ça, ce débat-là, puis oui, on a des points de vue différents, puis c'est correct aussi, là, mais pour moi, je vous dirais, saisissez l'opportunité. Quand les choses changent, c'est la plus belle opportunité qui nous est donnée d'adresser des enjeux. Moi, j'ai joint la Caisse de dépôt en décembre 2007. Si vous pensez que c'est mouvementé les marchés financiers depuis une couple de semaines, là, c'est rien à côté de ce que c'était en 2008. On a eu ça, là, les mouvements qu'on a depuis 2 semaines, on les a eus pendant des mois. Les gens étaient démoralisés, les gens sortaient du bureau, la tête, c'était épouvantable. Mais on avait là une immense opportunité de changement. Alors, je pense que ce qui se passe dans le monde de l'emploi, qui se passe sur le marché du travail, ce qui se passe sur la démographie, tout ça, c'est une fantastique opportunité de réfléchir à comment on peut moderniser le système de retraite. Et je pense qu'on n'a pas le choix. Oui, il faut essayer de maintenir les forces, mais on ne peut pas tout maintenir. Il faut que ce système-là s'adapte aux circonstances, à l'économie, au marché de l'emploi. Ce n'est pas facile à faire, mais je pense que c'est une magnifique opportunité, puis je vous encourage à y réfléchir sur la meilleure façon de la saisir. Mais là-dessus, Bernard, je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas que tu sois trop surpris, mais il y a des opportunités de faire les choses différemment. Aux tables de négociation, puis depuis 10 ans particulièrement en matière de régime de retraite, il y a bien des choses qui se sont faites. À un moment donné, le législateur est intervenu pour changer la donne, alors que les gens avaient pris conscience que oui, il y a l'allongement de l'espérance de vie, oui, il y a des changements structurels, et c'est pour ça, entre autres, qu'avaient été mis sur pied des provisions de stabilisation pour faire en sorte de mettre les régimes qui sont à l'abri. Puis les employeurs, je rejoins le dernier intervenant,
les employeurs ont un bon bout de chemin à faire aussi. On dirait qu'ils en ont profité pour se désengager. Puis tantôt, Guy, qui n'avait pas de questions à poser puis qui a fait une longue intervention, mais Guy est chez Vidéotron. Vidéotron sont en négociation actuellement des changements technologiques importants qui s'en viennent. Le 5G, il peut avoir de l'impact majeur pour l'emploi. Mais c'est aux tables de négociation encore le secret le mieux gardé. L'employeur ne veut pas en parler. L'employeur fait affaire avec des compagnies externes, des fois des compagnies américaines, développer des concepts. Ne veut pas investir dans la formation à l'interne parce qu'il y a investir dans la formation alors que je pourrais aller me fragiliser à l'externe. Mais je vais aller me fragiliser à l'externe quand même. Fait que je pense qu'il y a des choix, il y a des choix de société à faire. Le Québec s'en tire pas si mal. Actuellement, on a eu des années très difficiles. Parlez-en à tous les gens ici dans la salle. Il y a eu des années difficiles dont tout le monde a fait les frais. Fait que moi, je suis un partisan d'innover puis de trouver des solutions. Pour ça, il faut le faire à tête reposée. Il ne faut pas d'étiquettes qui font en sorte qu'à un moment donné, ça rajoute, tu disais tantôt, les normes comptables de façon artificielle. Il y a un cadre qui est venu mettre beaucoup de pression sur les régimes de retraite, alors qu'il faut avoir des moyens beaucoup plus simples pour jouer puis stabiliser les régimes. Je disais tantôt, fonds de stabilisation. Jouer avec l'âge de la retraite. Je parlais ce midi qu'il y a 5 ans, quand on a négocié à Montréal, 6 ans, au niveau d'un âge minimum de retraite, c'était impensable d'introduire un âge minimum de retraite. On l'a mis à 55 ans. Aujourd'hui, si vous en parliez, on pourrait peut-être même, parce que normalement, col bleu, maintenant, la moyenne de départ à la retraite, c'est 59 ans. Ça évolue. Les gens, il faut leur donner le temps aussi parce qu'ils veulent protéger je dirais que c'est plus que des acquis, c'est une nécessité. Parce qu'à un moment donné, c'est pas vrai que je veux être à retraite à 70 ans puis avoir 10 ans de vie de qualité. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir un certain nombre d'années de qualité de vie à la retraite. Puis c'est ça qu'on défend aussi quand on regarde ça. Faire prendre conscience aux plus jeunes générations que c'est tellement important d'avoir un régime de retraite. Maintenant, la formule, moi je finis là-dessus, régime à prestation cible, pour moi, c'est pas la solution, mais il y en a plein d'autres solutions. Pour moi, l'enjeu central, c'est que notre système de retraite a des régimes publics pas assez généreux et qui sont surtout mal adaptés à un environnement où il va y avoir une tendance au changement d'emploi plus fréquent. Et le mouvement syndical est le seul qui est capable d'affecter, ce que disait le deuxième intervenant, la répartition des actifs futurs. On a à ce moment-ci une majorité de travailleurs et de travailleuses dans le secteur privé qui n'ont pas accès à un régime collectif. C'est ça qui mène aux inégalités et c'est ça qui va mener à une polarisation de notre société beaucoup trop grande. Le mouvement syndical doit faire des choses. Il a déjà des outils collectifs. Le RRFS-FTQ en est un important et je voudrais rappeler à tout le monde que quand tu es au RRFS-FTQ, l'employeur doit verser au moins 50 de la cotisation totale. Il ne supporte aucun risque, mais il contribue à la moitié ou plus au financement de la rente de retraite. C'est un outil important. Peut-être qu'il va falloir réfléchir, est-ce qu'il faut faire évoluer le RFS-FTQ? Est-ce qu'il est optimal pour bien refléter la réalité des changements d'emploi? Est-ce qu'il y a des mécanismes actuels additionnels de transfert direct ou de rachat qui devraient être envisagés? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui pourraient permettre à des personnes qui sont en situation de cotiser plus que la capacité de payer de l'employeur, de pouvoir le faire en se disant qu'ils peuvent aller chercher une rente garantie additionnelle? Il faudra toujours réfléchir sur les outils qu'on se donne pour répondre aux besoins de nos membres. Et je voudrais revenir sur les milléniaux de tantôt pour dire à l'intervenant que moi, ce que j'ai dit, c'est qu'au contraire, je considérais que les milléniaux étaient des alliés. Dans le sondage KPMG, ça disait 2 choses. Ça disait que les milléniaux étaient un peu partagés parce qu'ils voulaient cotiser un REER, donc ils y pensent, mais ils voulaient aussi s'acheter une maison, puis comme le prix des maisons est de moins en moins accessible, ils sont prêts à choisir entre les deux. Ça les embête. Mais leur deuxième remarque, c'est qu'à 82 ils disaient qu'il faudrait que les régimes publics soient améliorés. Donc, moi, je considère que dans le débat, les milléniaux, peut-être plus que d'autres catégories d'âge, comprennent l'importance des régimes publics parce qu'eux sont confrontés à une entrée sur le marché du travail où il y a plus de précarité et d'instabilité. Merci beaucoup. Merci, messieurs. C'était très, très intéressant. Je pense que tout le monde ici a apprécié. En terminant, je voudrais juste dire qu'en fait, la question de l'avenir des régimes de retraite, on a discuté aujourd'hui d'aspects techniques, des grands paramètres qui structurent la retraite, mais ça reste quand même et avant tout des choix de société. Donc, la question des principes
je pense qu'on a discuté de la flexibilité, de la liberté des participants, mais d'abord et avant tout, ça reste une question de solidarité sociale. Et si ça, ce n'est pas un principe cardinal qui oriente notre action, bien, c'est là qu'on peut se faire complètement aspirer par une logique d'adaptation. Merci beaucoup, c'est le temps de la pause. Merci d'avoir été là.